Yo, salut les Riders, on se retrouve aujourd'hui pour explorer le subreddit Glitch in the Matrix, un des plus mystérieux et des plus intéressants de tout le site. En français, Glitch in the Matrix, ça veut dire un bug dans la matrice. Et dans cette vidéo, croyez-moi, on va voir des histoires bien buggées et qui font froid dans le dos. Mais tout d'abord, c'est quoi un bug dans la matrice ? L'expression vient du film Matrix sorti en 1999 dans lequel la réalité perçue par la plupart des êtres humains est une simulation virtuelle créée par des machines dans le but de les asservir et de les utiliser comme source d'énergie. Dans une des scènes du film, Neo, le héros incarné par Keanu Reeves, a une impression de déjà-vu lorsqu'il voit un chat noir passer par 2 fois au même endroit. Trinity, c'est elle, lui apprend que le déjà-vu est un bug dans la matrice et que c'est le signe d'un changement ou d'un dérèglement dans la simulation. Par extension, l'expression désigne donc un phénomène qui trahirait la nature étrange de la réalité. Quelque chose qui suggère que le monde n'est pas tel qu'on le perçoit. Et c'est exactement dans ce genre d'histoire barrée que nous allons nous plonger dans cette vidéo. Cette première histoire est rapportée par l'utilisatrice The Curve Writing Desk, que nous appellerons Melinda dans cette vidéo. Melinda précise qu'elle est enseignante et que son mari David est un ingénieur. Ce ne sont donc pas du tout des personnes déséquilibrées, mais au contraire un couple tout à fait normal. Melinda explique qu'au début de leur relation, alors qu'ils étaient encore étudiants à l'université, elle et David se sont retrouvés dans un accident de voiture terrible. Leur pick-up a dérapé sur du verglas et s'est pris un camion venant à contresens. Les 2 véhicules ont été complètement détruits, mais le truc étrange, c'est que ni eux, ni le conducteur d'en face n'ont eu la moindre blessure grave. David a juste écopé d'un bleu au genou, mais pour le reste, ils s'en sont tous sortis sans une égratignure. Les secours eux-mêmes en arrivant n'en revenaient pas étant donné l'état catastrophique des 2 véhicules qui étaient bons pour la casse. Quelques jours après l'accident, David se rend à l'appartement de Melinda. Et pendant qu'ils discutent d'un de leurs cours en commun, il lui demande en passant quand elle a acheté la petite télé à écran plat qui est posée sur sa commode. Et là, Melinda ne comprend pas, car cette petite télé, elle l'a depuis des années, depuis l'anniversaire de ses 13 ans, et elle se trouve sur sa commode depuis le tout premier jour de leur relation. Elle lui demande donc ce qu'il veut dire, car elle a toujours eu cette petite télé à écran plat. David lui dit d'arrêter de se payer sa tête, et il lui demande ce qu'elle a fait de sa vieille télé à tube cathodique. Encore une fois, Melinda n'a aucune idée de quoi parle David, et elle le lui dit, mais lui n'en démord pas. Alors, pour lui donner la preuve qu'elle ne raconte pas d'histoire, Melinda ouvre son Facebook et lui montre une photo prise 2 semaines plus tôt dans sa chambre avec lui. Et en arrière-plan, il y a bien la petite télé à écran plat. Là, David devient livide. Il a l'air d'avoir vu un fantôme et il fixe le vide avec un air effrayé. Des larmes commencent à lui monter aux yeux et Melinda lui demande ce qu'il a. Il lui répond alors « Je te jure, je ne suis pas fou, tu avais une télé à tube cathodique quand on a commencé à sortir ensemble. C'était une télé à tube cathodique qu'il y avait sur cette photo quand on l'a prise. » Melinda explique que sur le coup, elle a mis cette confusion sur le compte de l'accident. Elle s'est dit que David avait dû avoir la tête secouée pendant le crash et que ça a expliqué ce faux souvenir. Après cela, David n'en a plus jamais reparlé, même s'il regardait toujours la télé d'un drôle d'œil lorsqu'ils traînaient ensemble dans la chambre. Quelques années plus tard, Melinda et David sont mariés et décident d'avoir un enfant. Melinda arrête donc de prendre la pilule en se disant que si ça arrive, c'est super, mais sans essayer non plus particulièrement de tomber enceinte. Ils se trouvent en vacances à Rome lorsqu'un jour, elle commence à se sentir très mal. Elle a eu ses règles 1 semaine plus tôt et ses menstruations ont été les pires de toute sa vie. Et là, tandis qu'ils se promènent dans la ville, elle ressent avec encore plus de violence des douleurs dans le dos, des crampes et des frissons. Elle se sent tellement mal qu'elle doit se ruer dans les toilettes d'un café où elle vomit, va au siège et réalise qu'elle saigne abondamment. Étant donné qu'elle a eu ses règles la semaine précédente, ça l'interpelle. Quand elle ressort des toilettes, elle dit à son mari qu'elle pense qu'elle ferait mieux de voir un médecin car les douleurs qu'elle ressent ne sont pas normales, au point que ça la gêne pour marcher. Pour autant, elle ne veut pas gâcher leurs vacances. Mais David comprend tout de suite que quelque chose cloche et il décide de l'emmener sans attendre aux urgences. 20 minutes plus tard, le médecin leur explique qu'elle doit être opérée immédiatement. Melinda a fait une grossesse extra-utérine rompue et elle a une hémorragie interne majeure. Si elle n'est pas opérée sur le champ, elle va mourir.
Quelques heures plus tard, alors que Melinda se réveille de l'opération, le docteur leur explique qu'elle a eu beaucoup de chance d'être arrivée à temps à l'hôpital et que si elle avait attendu plus longtemps, elle serait morte. Pendant une semaine, Melinda reste à l'hôpital en Italie, puis le couple peut enfin reprendre l'avion pour rentrer chez eux, où Melinda reste en convalescence pendant encore 1 mois pour se remettre des suites de l'opération. 2 mois après leur retour, au cours d'une discussion, Melinda et David abordent le sujet des incendies domestiques. David lui parle des dangers des feux de cuisine et Melinda lui dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour cela puisqu'ils ont un extincteur dans le placard. David la dévisage et lui demande de quoi elle parle. Alors Melinda lui rappelle l'extincteur qui se trouve dans le placard où ils rangent leur manteau, celui qu'ils ont acheté 3 ans plus tôt quand ils ont emménagé dans leur nouvelle maison car David insistait pour en avoir un. David la regarde avec un air d'incompréhension en lui disant qu'il n'a aucune idée de quoi elle parle et qu'ils n'ont aucun extincteur à la maison. Alors Melinda lui rappelle comment ils ont débattu du sujet pour savoir s'ils avaient vraiment besoin d'un extincteur ou pas, puis comment ils sont allés en acheter un chez Home Depot et enfin comment ils l'ont fait installer dans le placard. David lui répond, l'air confus, que tout cela n'est jamais arrivé. Alors Melinda se lève pour aller vers le placard tout en le traitant de connard pour avoir oublié leur dispute pendant 2 semaines à ce sujet. Elle ouvre le placard et constate qu'il n'y a pas d'extincteur. Et non seulement il n'y a pas d'extincteur, mais il n'y a pas de trou dans le mur non plus, là où Melinda se souvient qu'il était accroché. Melinda n'en revient pas, elle accuse David de l'avoir bougé de place et lui demande pourquoi il lui fait une blague aussi stupide. Mais lui continue à répondre qu'ils n'ont jamais eu d'extincteur et qu'ils n'ont même jamais abordé le sujet. Et alors que Melinda est sur le point de devenir hystérique, David lui dit « Maintenant, tu comprends ce que je ressens à propos de la télé. » Melinda explique qu'elle et David n'ont pas reparlé de cet incident pendant longtemps, jusqu'au jour où elle a découvert le subreddit Glitch in the Matrix et qu'elle l'a montré à David. Et son mari a une théorie. Peut-être que dans une autre dimension ou dans une réalité alternative, ils sont tous les deux morts et qu'il y a eu une sorte de reset pour eux ou un point de sauvegarde comme dans un jeu vidéo et que la télé et l'extincteur sont des sortes de bugs. Melinda conclut en expliquant qu'elle a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son placard, celui où aurait dû se trouver l'extincteur. Et de son côté, David dit qu'il jurera jusque sur son lit de mort que Melinda avait bien une télé à tube cathodique lorsqu'ils se sont rencontrés. Dans cette deuxième histoire, l'utilisatrice N-Torres 2020, de son prénom Hélène, rapporte une expérience terrifiante qu'elle a vécue une nuit de juin 2020. Cette nuit-là, Hélène se rend dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 en compagnie de son fils aîné. Ils font leur lessive et lorsqu'ils ont fini, il est environ 2 heures du matin. Après avoir remis leurs vêtements dans le coffre de la voiture, ils décident de passer par le guichet à emporter du McDonald's pour acheter quelque chose à boire. Hélène remarque que la file de voitures devant eux est plutôt longue, en particulier à cette heure-ci, puisqu'il y a 5 ou 6 véhicules qui sont déjà engagés dans le drive. Hélène attend et au bout de 5 minutes, aucune des voitures n'a avancé. Alors, elle décide de dépasser la voiture devant elle pour se rendre sur l'autre voie du drive, puisque ce McDonald's compte 2 voies. Alors qu'elle dépasse la voiture, elle jette un coup d'œil aux passagers pour tenter de comprendre pourquoi ils n'avancent pas. Et ce qu'elle voit à cet instant la terrifie. Le conducteur et la passagère assise à ses côtés ont la tête inclinée vers l'arrière, les yeux fermés et ne font aucun mouvement. Ils ont l'air morts. Devant ce spectacle affreux, Hélène est prise de panique. Elle essaye de sortir du drive en contournant les autres voitures. Et quand elle dépasse la suivante, elle voit que tous les passagers sont immobiles, là aussi, comme des cadavres, la tête vers l'arrière, les yeux fermés. Le stress d'Hélène monte encore d'un cran. Dans sa tête se mettent à défiler les pires scénarios. Elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un ait tué tous ces gens et qu'il y ait un tireur embusqué quelque part qui risque ensuite de les prendre pour cible, elle et son fils. Alors, Hélène écrase l'accélérateur et se tire de là au plus vite. À ce moment-là, Hélène s'est mise à faire de l'hyperventilation. Elle ne comprend pas ce qui se passe et elle est incapable d'articuler le moindre mot pour parler à son fils. Mais lui aussi a vu les cadavres dans les véhicules et il appelle le 911 pour leur dire ce qui s'est passé et pour qu'ils envoient une patrouille sur place.
Toujours dans cet état de choc, Hélène et son fils rentrent chez eux. Quelques minutes plus tard, la police les appelle pour leur dire qu'ils n'ont rien vu d'anormal et que tout va bien au McDonald's. Hélène et son fils ont tous les deux vu la même chose et ils ont tous les deux eu une frayeur indicible. Incapable d'expliquer ce qui s'est passé, c'est une amie d'Hélène qui, quelque temps plus tard, va leur suggérer que ce qu'ils ont vécu était peut-être un bug dans la matrice. Pour cette troisième et dernière histoire, nous allons nous pencher sur l'étrange expérience rapportée par Mark, alias l'utilisateur Liquid Gold 83. Un soir, Mark reçoit un coup de téléphone de la part de son voisin qui lui demande s'il peut l'aider à transporter un lit à l'étage de sa maison. Il s'agit d'un grand lit à baldaquin particulièrement lourd à monter dans la chambre de sa mère qui est malade. Mark, qui s'entend très bien avec ses voisins, répond que bien sûr ça ne le dérange pas du tout. Il se rend donc chez eux, littéralement à la porte d'à côté. Sur place, son voisin lui présente un ami à lui, un prêtre, qui est également là pour aider. À trois, ils séparent le matelas du lit pour réussir à le faire passer par les escaliers. Puis, ils montent le cadre à l'étage et réassemblent le tout dans la chambre de la vieille dame. Après cela, le voisin de Mark lui demande s'il pourrait aussi leur donner un coup de main pour monter une grande armoire qui se trouve dans son camion. Mark n'y voit aucun inconvénient, alors ils vont chercher l'armoire et la ramènent devant le perron de la maison. Et c'est là, explique Mark, pendant qu'il transporte l'imposante armoire, qu'il va trouver la mort. Le perron de la maison compte 11 marches. Il se trouve sur l'une des premières et son voisin et le prêtre sont à peu près au milieu lorsqu'une des poignées de l'armoire lâche. L'énorme meuble écrase alors Mark qui tombe à la renverse, la tête la première sur le trottoir, sous le poids de l'armoire. L'instant suivant, Mark se retrouve dans sa salle à manger avec le téléphone qui sonne et sa femme qui lui demande s'il va répondre. Il décroche et c'est son voisin qui lui demande s'il peut l'aider à monter le lit de sa mère à l'étage. Mark se rend à nouveau chez son voisin, il y rencontre à nouveau son ami prêtre et tout se déroule exactement comme la première fois. Incapable de penser qu'il s'agit d'une coïncidence, Mark dit tout de suite à son voisin qu'il peut l'aider à monter le lit mais qu'en revanche, il ne l'aidera pas pour monter l'armoire. Son voisin lui demande « Comment tu sais que j'ai une armoire à monter ?» Et c'est là qu'il leur raconte ce qu'il vient de vivre et la manière dont, pense-t-il, il vient de mourir. Mark passe l'heure suivante à discuter avec le prêtre qui a des tonnes de questions à lui poser sur cette expérience hors du commun. Le voisin de Mark, pour sa part, refuse de croire à son histoire jusqu'à ce que Mark lui décrive dans les moindres détails ce à quoi ressemble la chambre de sa mère à l'étage, et ce alors qu'il n'y a jamais mis les pieds auparavant. Le prêtre finit par demander à Mark ce qu'il a vu quand il est mort. Mais tout ce que peut lui répondre Mark, c'est qu'il n'est pas vraiment mort, puisqu'il s'est réveillé immédiatement à la table de son salon. Voilà les Riders, j'espère que cette petite balade dans le subreddit Glitch in the Matrix vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et même par carte postale ou par pigeon voyageur si vous avez la technique pour le faire. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si ce genre d'histoire est quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.